Eh bien, bienvenue à tous pour ce Maestrix avec Héloïse qui va nous parler des meilleures pratiques pour que les clients adoptent vos fonctionnalités. Euh, et du coup, moi, je suis une autre Héloïse et je m'occupe de ces Maestrix qui sont des rendez-vous d'experts qui viennent partager sur une thématique qui leur tient à cœur. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y en a du coup toutes les semaines et c'est l'occasion de partager avec des experts sur ces thématiques précises. Peut-être pour vous redonner un peu le pourquoi on a choisi cette thématique et pourquoi ça nous tenait à cœur aujourd'hui d'avoir Héloïse qui nous partage ses conseils. En tant que product marketing manager, du coup, on travaille beaucoup sur la visibilité de son produit et on a beaucoup échangé sur l'interaction entre le PMM et le PM, quel est le rôle du PMM. Et donc là, on était contente d'avoir un focus aujourd'hui vraiment spécifique sur la partie d'adoption des fonctionnalités et en fait dans le quotidien du PMM comment ça se structure et au-delà d'avoir un super prénom Héloïse qui est PMM et qui travaille chez Conto et qui est une très belle boîte avec une belle culture produit nous partage des exemples très concrets et donc c'est pour ça qu'on est très très content de l'avoir avec nous aujourd'hui pour échanger sur ce sujet. Avant qu'on rentre dans le vif de la thématique, peut-être un petit point sur qui vous êtes. L'objectif aussi de cette heure-là, c'est qu'on puisse la personnaliser au maximum à vos attentes, à ce que vous voulez comprendre de cette thématique. Donc, si vous voulez nous dire dans le chat, là, j'ai pas une vue sur le chat, mais je regarderai juste après que je partage mon écran, qui vous êtes. Est-ce que vous êtes vous-même product marketing manager ou est-ce qu'au contraire vous êtes product manager, UX designer, UX researcher ou autre dans une team market d'une entreprise et un peu aussi vos attentes par rapport à ce talk. Comme ça, on pourra essayer de personnaliser au maximum vos questions et les conseils qu'Héloïse va nous partager. Pour vous dire un petit point sur Maestro, pour ceux qui connaissent pas et qui découvrent avec nous aujourd'hui Maestro, on est l'école du produit et de la tech. Et du coup, on a différents programmes. Notre programme phare, c'est notre bootcamp pour devenir product manager qu'on a en temps plein ou en cours du soir. Mais on forme aussi à d'autres thématiques qui sont très présentes dans l'écosystème produit et tech, à savoir le no-code, l'accessibilité, le numérique responsable. Et donc voilà, si vous êtes dans cet écosystème et que vous voulez vous former, n'hésitez pas. Je vous ai remis là les dates des prochaines formations. On en a qui arrivent très vite là en juin et même à la rentrée. Et le contact de Blandine de l'équipe qui s'occupe de cette partie d'admission. Voilà, si vous avez des questions spécifiques, vous pouvez la contacter directement. Si vous êtes ici, c'est que vous avez peut-être vu sur un de ces canaux, mais je vous les remets là parce que ça vous permet de suivre un peu le contenu qu'on fait. On a soit sur Meetup pour les événements, soit sur notre site avec plein d'articles et de ressources, ou sur LinkedIn aussi, on poste très régulièrement. Donc, selon le canal que vous préférez, vous pouvez être au courant de nos rendez-vous ici. Je vais laisser la main à Héloïse tout de suite. Hop, est-ce que Super. tu vois bien? Ça paraît trop bien. Pour que tu puisses partager et qu'on puisse commencer sur cette thématique des best pratiques pour que vos clients adoptent vos fonctionnalités. Et vous, n'hésitez pas à partager toutes vos questions. On aura aussi un temps pour y répondre à la fin. Mais n'hésitez pas si vous sentez que c'est à propos de les poser au fur et à mesure. Moi, je me ferai le plaisir d'être le relais de toutes ces questions auprès de l'autre Héloïse. Et Héloïse, je te laisse la parole pour nous parler un peu de toi et de ton parcours. Top. Merci Elise pour l'introduction. Déjà, bienvenue à tous et merci de participer à ce webinaire. Du coup, aujourd'hui, on va se concentrer sur les best practices pour que vous assurer que vos clients adoptent vos fonctionnalités. Mais avant de commencer, j'avais préparé une petite slide juste pour m'introduire, même si Héloïse l'a déjà fait un peu. Du coup, actuellement, je travaille chez Conto en tant que product marketer. Conto, c'est une banque, c'est un compte professionnel et un outil de gestion des dépenses pour les indépendants et les TPE, PME. Ça fait à peu près 1 an que j'y suis. Et avant, j'avais commencé le début de ma carrière en tant que sales dans différentes startups. Et après, j'ai découvert le métier de PMM chez Payfit en tant que product marketer. Et Payfit, c'est un outil de gestion RH et plus particulièrement sur la paye. Puis, j'ai travaillé un peu chez Paylane, qui est un outil aussi de comptabilité, toujours pour les PME, TPE
et maintenant, je suis chez Conto. Donc, ça fait à peu près 3 ans que je travaille en tant que PMM au sein de différentes startups. Comme a dit Héloïse, n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser directement sur le chat. Pour être complètement transparente avec vous, je ne vois pas vos questions. Donc, je me ferai le relais, t'inquiète. donc je fais confiance à Héloïse pour faire le relais. Du coup, pour commencer la présentation, avant de lister les 5 best practices sur comment s'assurer que les clients adoptent votre fonctionnalité, je voulais commencer par pourquoi c'est important d'être sûr que vos clients adoptent votre fonctionnalité. Et en fait, avant de développer n'importe quelle fonctionnalité, ce que je vous recommande, c'est de bien définir l'objectif derrière celle-ci. Donc, on peut avoir différents types d'objectifs. Ça peut être l'adoption. Aujourd'hui, on va se concentrer sur celui-ci, mais ça peut être aussi la rétention, l'acquisition. Alors, évidemment, parfois, les objectifs se croisent, mais c'est bien d'en avoir un principal où vous pouvez créer un KPI qui est avec un chiffre précis dans une durée limitée dans le temps. Ça vous permettra de savoir si vous avez atteint votre objectif à la sortie de votre fonctionnalité ou pas. Donc, ce que je vous recommande pour les petites fonctionnalités, c'est de plutôt avoir un KPI sur 2 semaines et pour les plus grosses fonctionnalités, avoir un KPI sur 1 mois. Et ça vous permettra de savoir voilà, si la sortie a été un succès ou pas et pouvoir réitérer dessus si besoin. Donc, pour illustrer toute cette présentation, j'ai pris un exemple d'une fonctionnalité sur laquelle je viens de travailler chez Conto. C'est le nouveau module de note de frais qu'on a sorti récemment. Et pour cette fonctionnalité, notre KPI, c'était d'augmenter le nombre d'utilisateurs sur Conto et s'assurer qu'ils adoptent la fonctionnalité. Et donc, on avait un objectif vraiment précis de X utilisateurs qu'on voulait, grâce à cette fonctionnalité, sous 1 mois. Donc, pour la première best practice, et je pense que ça va beaucoup résonner pour les product designers qui sont dans ce webinaire, c'est l'emplacement qu'on a dans le produit. C'est le meilleur moyen pour que si vous avez un bon emplacement, pour que vos utilisateurs découvrent la fonctionnalité. En fait, ils vont la découvrir par eux-mêmes. Malheureusement, on ne peut pas mettre toutes les fonctionnalités dans le menu, sinon on va perdre l'utilisateur et on va avoir beaucoup trop de sections au sein de ce menu. Donc, il faut trouver le bon endroit, bien le contextualiser dans le parcours utilisateur, la fonctionnalité et trouver le bon emplacement. Par exemple, pour le module de note de frais, on s'était posé la question où le placer dans le menu. Donc là, c'est un screenshot du menu de Conto. Vous voyez, il y a très peu de sections, donc on ne pouvait pas on n'a pas voulu créer une section spécialement pour le module de note de frais. On s'est demandé où on pouvait le mettre dans le compte professionnel, la facturation, etc. Mais c'est en tant que CEO ou DAF d'une entreprise, si je vais dans mon module de facturation, ce n'est pas à ce moment-là où je m'attends à valider des notes de frais. Donc, ce n'est vraiment pas le bon emplacement. Alors, du coup, on a décidé de la classer dans dépenses des équipes, qui est du coup l'endroit où les CFO ou les CEO peuvent approuver les demandes des employés, donc des demandes de cartes ou de notes de frais. Et donc, on a classé cette fonctionnalité dedans et ça permet au moins quand notre utilisateur va dans cette section, il s'attend à valider des notes de frais. Et du coup, il ne sera pas surpris de les valider à cet endroit. Donc ça, c'est la première best practice. La deuxième best practice, c'est le lancement le jour J. Donc, quand on pense à go-to-market, on pense souvent à ça. C'est la communication qu'on va faire le jour J pour le lancement de la fonctionnalité. Donc, aujourd'hui, là, on se concentre sur les clients. Donc, je vais vous lister quelques canaux de communication pour les clients existants que vous pouvez avoir. Mais aussi, il y a plein de canaux de communication que vous pouvez avoir pour les prospects. Et c'est important de les lister aussi parce que les clients peuvent tomber sur des canaux de communication pour les prospects. Et donc, ça peut vous permettre de booster l'adoption de la fonctionnalité. Donc, pour informer les clients existants, ma première recommandation, c'est la communication que vous pouvez avoir CRM, donc via des emails, des pop-up in-app, des bannières, etc.
Aussi, si vous avez une product newsletter, c'est bien de communiquer au sein de celle-ci pour la fonctionnalité. Deuxième recommandation, c'est tout ce qui existe sur les pages in-app. Donc, il y a certains produits où, au sein de votre produit, vous avez une page qui liste les nouvelles fonctionnalités, comme un feed de nouvelles fonctionnalités. Vous pouvez l'avoir. Et aussi des articles blog. Bon, il existe plein de canaux de communication différents, mais là, j'ai cité trois canaux majeurs, selon moi. Après, pour les prospects, il y a le site internet, la publicité, les articles de blog, les articles de presse. Et comme j'ai dit précédemment, c'est pas parce qu'on est client qu'on ne va pas voir le site internet du produit, etc. Donc, c'est important aussi de bien les mettre à jour pour s'assurer l'adoption de la fonctionnalité. Donc, en fonction de l'importance du lancement et de la cible de la fonctionnalité, on choisit d'avoir plus ou moins de canaux. Donc là, j'ai repris un exemple, l'exemple du module de Nodofray. Donc, c'était un gros lancement chez Kanto. Donc, on a produit plein de différentes choses pour le jour J, pour le lancement du jour J. Donc, des vidéos tutoriels, un post sur les réseaux sociaux, une update sur le site internet, un article de presse, des emails, des posts produits, des articles blog et des articles d'aide en ligne. Donc, et même, je crois qu'on a eu encore plus de canaux de communication qu'on a utilisés pour ce lancement. Donc là, c'est pour un gros lancement. Pour un petit lancement, vous pouvez avoir seulement un article d'aide en ligne et un bloc dans votre product newsletter. Et je me permets de t'interrompre, mais du coup, en fonction, enfin, si par exemple c'est un petit lancement, comment tu priorises dans tous ces choix-là, lesquels sont les plus adaptés par exemple, si tu dis, OK, je vais pas utiliser tous ces canaux, comment tu choisis ceux qui sont les plus pertinents? Bon, il y en a qui sont un peu obligatoires, type l'article d'aide en ligne, parce que faut s'assurer que le client puisse répondre à De toutes ces lui-même, questions. ouais. Et sinon, pour les autres, faut faire un ratio. Enfin, faut se dire, calculer le temps qu'on va passer pour la fonctionnalité, enfin, pour produire l'asset, enfin, le canal de communication et la communication, pardon, et VS l'impact que ça va avoir. Et du coup, souvent pour les petites fonctionnalités, on a un petit KPI du coup, il ne faut pas perdre trop de temps sur ce type de lancement. Et il ne faut pas aussi trop communiquer dessus parce que sinon, pour une grosse fonctionnalité, on ne saura pas quoi faire. Donc, il ne faut pas perdre son utilisateur avec trop de fonctionnalités. Donc, moi, ma recommandation pour les petites fonctionnalités, c'est vraiment avoir une product newsletter et communiquer dessus dans la product newsletter. Ok, trop bien, merci. Troisième point et troisième best practice, c'est communiquer au bon moment. Parce que ce n'est pas tout de communiquer le jour J, mais de temps en temps, l'utilisateur, il ne voit pas la communication, il va l'oublier ou ce n'est pas le bon moment pour lui d'adopter la fonctionnalité. Donc, c'est important de réitérer sa communication, mais au bon moment, au moment où l'utilisateur va ressentir le besoin de la fonctionnalité. Et ça va vous permettre, du coup, de booster l'adoption de votre fonctionnalité. Alors, comment savoir quand analyser et comprendre quand votre persona va avoir besoin de la fonctionnalité? Il faut analyser tous les facteurs internes et externes que vous avez. Donc, ce que j'entends par facteur interne, c'est toutes les données que vous avez au sein de votre produit. Donc, ça va être tout ce que vous générez comme communication, etc. Type tout ce que vous êtes en fait maître. C'est-à-dire votre produit, votre service client, l'équipe onboarding, tout en fait les touch points qu'ils vont avoir avec vous. Et les facteurs externes, c'est des facteurs sur lesquels vous n'êtes pas maître, mais où à ce moment-là, le besoin va se faire ressentir. Je vous donnerai un exemple pour illustrer ça. Mais pour savoir comment analyser les différents facteurs internes et externes, ce que je vous recommande, c'est vraiment d'interviewer vos utilisateurs et aussi analyser toute la donnée que vous avez au sein de votre produit. Et ça va vous permettre de faire un mapping, dessiner sur une page blanche tous les facteurs internes et externes et savoir quand vous pouvez pousser à nouveau la fonctionnalité.
Ce que je vous recommande aussi, c'est de privilégier plusieurs canaux de communication. Et du coup, ça vous permet de multiplier votre chance pour l'adoption. Du coup, si vous avez la chance, voilà, pour définir les facteurs internes et externes, ce que je vous recommande, c'est de commencer par ça lors de la discovery. Donc, ça va vous permettre de commencer le travail. Si vous avez la chance de pouvoir faire une bêta, vous pouvez vraiment les peaufiner et ça va vous permettre de faire un meilleur lancement pour les grosses fonctionnalités. C'est vraiment quelque chose que je recommande. Héloïse, je me permets d'interrompre parce qu'il y a une question de Mathilde dans le chat qui dit est-ce que c'est possible d'avoir des exemples de facteurs internes, externes dans le cas des notes de frais? Exactement, parfait. Oui, du coup, juste pour... je vais introduire ça. Pour la bêta, par exemple, nous, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait interviewé une dizaine d'utilisateurs, on avait analysé l'usage de la fonctionnalité. Du coup, on avait fait ce mapping. Et par exemple, un facteur externe pour le module de notes de frais, c'était que souvent, en tant que DAF, au sein d'une entreprise ou CEO, je vais me poser la question de changer mes processus internes en fin d'année. C'est une saisonnalité. Et ça va être un facteur externe. Et du coup, c'est quelque chose qui c'est bon à savoir parce que c'est le bon moment du coup pour relancer le client et booster l'adoption dessus. Et du coup, c'était une des recommandations, par exemple, qu'on avait pour le grand lancement de la fonctionnalité, donc le go-to-market, mais après la bêta, c'était de dire, OK, il faudra réitérer et relancer la communication dessus en fin d'année. Ça peut être un des facteurs externes. Un autre facteur externe, ça peut être, par exemple, si il y a une seule carte pour l'entreprise. Et du coup, tout le monde va déranger le DAF pour lui demander de lui emprunter la carte de l'entreprise afin de ne pas avoir à avancer de l'argent. Et à un moment où on va demander, le DAF va être dérangé par ses employés pour qu'on lui demande de passer sa carte, de prêter sa carte d'entreprise, ça va être un autre facteur externe. Est-ce que ça répond à la question? Mathilde, je te laisse nous dire dans le chat si ça correspond ou si tu as envie qu'on détaille un peu plus. Mais sinon, n'hésitez pas aussi à nous poser toutes vos questions. On y revient avec Héloïse. Ok. Elle a dit oui, super, merci. Et du coup, la quatrième best practice, c'est l'onboarding des nouveaux utilisateurs. Du coup, il y a eu la grande communication qu'on a eue en deuxième best practice, c'est-à-dire le jour J du lancement de la fonctionnalité. Mais en fait, toutes les personnes qui vont vous rejoindre après ce lancement, ils ne sont pas obligatoirement au courant que vous avez lancé cette fonctionnalité. Ou sinon, il va falloir qu'on attende qu'on communique auprès d'eux, mais au bon moment, comme on l'a défini lors de la troisième best practice. Donc, il ne faut pas oublier ces nouveaux utilisateurs afin de s'assurer qu'ils adoptent votre fonctionnalité. Donc, ça dépend combien de temps vous avez pour l'onboarding de votre solution. Pour des solutions plus ou moins complexes, ça peut être plus ou moins long. Chez Canto, nous, on définit l'onboarding sur les 3 premiers mois de l'utilisateur. Alors, il faut faire attention, l'onboarding des utilisateurs, de ne pas pousser trop de messages lors de l'onboarding, ou en tout cas au même moment, parce que sinon, on va avoir une perte de l'information. Donc, moi, ce que je vous recommande, c'est de prendre une feuille blanche encore, ou un Figma ou un Whimsical, ça dépend de l'outil que vous voulez utiliser, et de lister tous les points de contact que l'utilisateur a avec vous lors de ces 3 premiers mois, afin de s'assurer qu'on pousse le même message au même moment et qu'il y ait une cohérence entre les différents canaux de communication. C'est super d'avoir plein de canaux de communication, mais il faut s'assurer qu'on ait tous le même objectif au même moment et qu'on dise à peu près la même chose. Donc, par exemple, ce que j'ai fait chez Canto, c'est que j'ai pris du coup cette page blanche et listé différents points de contact que les utilisateurs pouvaient avoir avec Canto. Donc, ça peut passer par l'équipe onboarding, par le produit. Si par exemple vous avez une barre. J'ai l'impression que Héloïse freeze. Est-ce que c'est que moi ou si vous voulez me mettre dans le chat ou si vous la voyez friser ou pas aussi?
Ah, ok, top. Je me demandais si ça se trouve, c'est moi. Ok, top. Je pense qu'elle va revenir. Héloïse, est-ce que tu nous entends? Elle n'a pas l'air de se remettre. Je vais peut-être la retirer pour qu'elle puisse revenir. Allez. Hop, Héloïse, where are you? De progression, de Héloïse, on a eu un setup, petit bug de connexion. Est-ce que tu nous entends mieux ou pas? Bon, le temps qu'elle se reconnecte, ce que je vous propose, c'est que peut-être vous puissiez réfléchir aux questions que vous voulez approfondir. On est déjà au 4e point, donc on va avoir pas mal de temps pour les questions-réponses. Donc si vous avez des points sur lesquels vous voulez qu'on détaille un peu plus, n'hésitez pas à réfléchir aux questions que vous voulez qu'on aborde avec Héloïse. Ah bah Héloïse, t'es back, trop bien. Tu nous Oui, entends ou pas? oui, bah, désolée, je ne sais bah, pas pourquoi ça a frise. Même si, trop bien. quand on laisse On une s'est pause, arrêté au point 4. ouais, on a des petits problèmes d'Internet, désolé. Ok. Du coup, ce que je vous propose, c'est de recommencer parce que je ne sais pas trop à quel point Oui, je pense que tu peux reprendre le début de ton exemple dans le point 4 pour qu'on reprenne le fil. Ok, parfait. Du coup, on était sur le point 4 qui est l'onboarding des nouveaux utilisateurs. Donc, ce que j'ai fait pour intégrer le module de notes de frais au sein de cet onboarding, c'est que j'ai commencé à prendre une feuille blanche et lister tous les points de contact que l'utilisateur peut avoir avec nous au sein de ces 3 premiers mois. Donc, ça peut aller de l'équipe onboarding, tous les mails qu'il reçoit, toutes les communications CRM qu'il reçoit. Ça peut être aussi le produit. Donc, ça dépend du produit que vous avez, mais il y a certains produits qui ont une barre de progression qui explique comment setup son compte, donc enfin son compte. Donc, ça peut être ça. Des mails back-end. Enfin, il y en a plein de canaux de communication différents et puis et plein de points de contact qu'on peut avoir avec le client. Donc, quand j'ai fait ce mapping, je me suis aperçue on ne diffusait pas toujours le même message au même moment et on n'avait pas toujours le même objectif pour chaque communication. Donc, ce que j'ai fait, c'est simplifier le processus de l'onboarding. Ce n'est pas pour autant qu'on n'a pas toujours, on a toujours ces différents points de contact, mais au moins maintenant, on diffuse le même message au même moment et avec le même objectif. Et tant que le client n'a pas fait atteindre notre objectif, on ne va pas commencer à diffuser d'autres messages. Et ça permet de ne pas perdre l'utilisateur et de s'assurer que, du coup, quand il va être informé que votre fonctionnalité existe, et ben il sera prêt à recevoir l'information. Est-ce que c'est clair pour vous? N'hésitez pas à nous dire dans le chat si c'est clair et si vous voulez qu'on détaille un peu plus. Mais en tout cas, moi, ça me paraît très clair. Ok, très clair. Ah, super, merci Héloïse. Du coup, je peux revenir sur le 5e point et puis si vous avez des questions, on reviendra dessus. Et le 5e point, qui est aussi le dernier, c'est éduquer les utilisateurs. Donc, votre fonctionnalité, elle peut être plus ou moins complexe. Et du coup, il faut s'assurer que celle-ci soit quand même facilement compréhensible par les utilisateurs afin de s'assurer qu'ils l'adoptent. Donc, selon la complexité de la fonctionnalité, il faut adapter son plan de support. Donc, pour une fonctionnalité très simple, vous pouvez écrire seulement un article d'aide en ligne. Pour une fonctionnalité qui est plus lourde ou complexe à comprendre, vous pouvez créer des vidéos tutoriels, avoir des guides utilisateurs avec un one-pager ou des slides, des webinars avec l'équipe produit ou l'équipe onboarding, ou même des sessions individuelles avec l'équipe account manager ou l'équipe onboarding. Alors, comment savoir si une fonctionnalité a besoin de beaucoup de support ou pas? Ce qui est pas mal, c'est de faire tester votre fonctionnalité par vos utilisateurs et voir, et vous regardez la compréhension qu'ils ont de la fonctionnalité et vous pouvez voir quel type de support ils ont besoin. Et ça va vous permettre d'avoir un meilleur
go-to-market pour la fonctionnalité. Par exemple, pour revenir à l'exemple de notes de frais, nous, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait fait pas mal d'articles d'aide en ligne. On avait aussi fait une vidéo tutoriel. Moi, j'ai fait aussi des sessions individuelles avec les bêta-testeurs pour comprendre, voir comment leur compréhension en fait, de la fonctionnalité, voir comment eux, ils réfléchissent et quel type d'informations ils ont besoin. Bon, alors là, c'est un screenshot d'une des vidéos que j'ai faites avec un utilisateur. J'ai eu aussi beaucoup de soutien de l'équipe onboarding et qui account manager sur cette fonctionnalité. Et dernière chose qu'on avait fait, c'est un product tour. Alors là, c'était un peu particulier parce que l'interface est différente pour les personnes qui veulent soumettre une note de frais et ceux qui veulent juste la valider. Et du coup, pour les personnes qui pouvaient valider les notes de frais, ils n'avaient pas accès à la soumission de notes de frais et du coup, ne pouvaient pas comprendre, enfin voir le parcours utilisateur. Donc, on a fait un product tour qui pouvait leur montrer comment les personnes pouvaient soumettre les notes de frais et leur expliquer chacune des étapes. C'est vraiment un outil de réassurance et de compréhension pour les utilisateurs. Donc, voilà les 5 points que j'ai listés. Donc, il y a l'emplacement produit, le lancement le jour J, communiquer au bon moment, donc réitérer sa communication, l'onboarding des nouveaux utilisateurs et le dernier point, éduquer les utilisateurs. Donc ça, c'était les 5 points. Et après, moi, j'ai quand même créé une autre slide parce que je trouve que c'est... Le bonus. Voilà, c'est un peu la slide bonus, mais c'est 3 points sur lesquels qu'on a un peu abordé, mais que je trouve quand même que c'est bien en reparler. Et c'est les 5 conseils que je recommanderais avant de lancer une fonctionnalité. C'est bien définir l'importance de son lancement, avoir un KPI clair et de savoir quel est l'objectif de la fonctionnalité. Ça va vous permettre d'adapter votre plan go-to-market. Vous n'aurez pas un même plan go-to-market pour de l'acquisition que pour de l'adoption. Et ça va vous permettre aussi de savoir si la fonctionnalité, l'importance de celle-ci et de savoir qu'est-ce que vous voulez produire pour son lancement. Du coup, faire un calcul d'investissement VS gain. Deuxième conseil, c'est mapper le parcours utilisateur. Donc, ce qu'on a dit plusieurs fois, mais sur une page blanche, identifier tous les points de contact que l'utilisateur a avec vous et aussi tous les points externes qu'il aura et afin d'identifier quand il aura besoin de la fonctionnalité. Et troisième point, c'est analyser le degré de complexité de la fonctionnalité. Et ça, vraiment, une bêta peut vraiment vous aider pour analyser le degré de la fonctionnalité ou sinon faire des tests utilisateurs sur vos prototypes. Voilà pour la présentation. Trop bien, merci beaucoup. On a pas mal de questions en plus dans le chat, donc c'est cool, je vais pouvoir un peu me faire le relais. On avait la première question, c'était Elvis, au moment de la remise à plat des coms d'onboarding, qui demandait est-ce que c'était un chantier de combiné de temps, cette remise à plat des coms onboarding. Est-ce que c'est un chantier de temps Ouais, est-ce que c'était un chantier de timing? Enfin, Elise, si tu veux nous préciser, moi j'imagine que c'est ça, de combien de temps ça a pris la remise à plat des common onboarding? Ah, ok. Pour être complètement transparente, on est toujours en train de travailler dessus. Donc, c'est un gros chantier. C'est important qu'il y ait quelqu'un qui déjà, en fait, le plus gros problème, enfin, pas le plus gros problème, parce qu'il n'y a que des solutions, mais le plus gros challenge sur ce type de chantier, c'est d'aligner tout le monde sur les objectifs. Après, quand tout le monde est aligné dessus, je pense qu'honnêtement, en 2-3 mois, tout peut être mis à jour. Et puis, ça dépend de la taille de l'entreprise, du type de process que vous avez, etc. Mais le plus important et vraiment la première étape pour ce type de chantier, c'est de s'assurer que tout le monde ait les mêmes objectifs. Ok, trop bien. Je sais pas, Elvis, si ça répond à ta question, n'hésite pas à nous dire. Et sinon, on avait pas mal de questions aussi, un peu peut-être sur la structuration au sein de Conto des équipes product marketing et notamment, enfin, Ambre qui se disait, est-ce que les équipes client-facing, donc customer success, sales, sont également impliquées dans l'adoption de ces nouvelles features? Et si oui, comment elles sont impliquées?
Complètement. Toutes les personnes qui sont face aux clients vont nous permettre de pousser l'adoption des fonctionnalités. Euh, c'est vrai qu'on n'en a pas énormément parlé, mais on en a un peu parlé pour les nouveaux utilisateurs. Par exemple, l'équipe onboarding, c'est une équipe clé qui va vous permettre de booster l'adoption. Pour les équipes sales, pour l'adoption, bon, pas trop. Ça dépend s'ils commencent à en parler lors du processus sales ou montrer la fonctionnalité. Ça peut être une bonne façon. Donc, on commence par l'équipe sales, après on a l'équipe onboarding. Et les équipes qui account manager, si vous en avez, ou bon, les équipes CS sont en support, mais si vous avez des personnes qui sont proactifs auprès des clients, qui font des points de suivi, c'est un bon moyen aussi de pousser la fonctionnalité. Et chez Kanto, toutes ces équipes sont formées à chaque nouvelle fonctionnalité. Alors, évidemment, on revient sur la même question. Selon l'importance de la fonctionnalité, on va plus ou moins les former dessus. C'était la question en plus de Cécilia qui disait est-ce que ces équipes et notamment PMM sont aussi formées à cette nouvelle fonctionnalité donc oui, la réponse Oui, est oui. complètement. Ah oui, oui, oui. Et il faut le faire. C'est nos premiers avocats pour la fonctionnalité. Donc, n'hésitez pas à le faire. Mm. Très bien, merci beaucoup pour ces réponses. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions? N'hésitez pas dans le chat à les poser. On peut en prendre pas mal. Moi, j'en ai également en attendant, si vous voulez prendre le temps de les écrire. Moi, je me disais, quand tu disais grosse, petite fonctionnalité, est-ce que, en fait, comment on définit exactement ce que c'est une petite ou une grosse fonctionnalité? Est-ce que c'est toi qui, dans ta priorisation et ta hiérarchisation, le définit, ou est-ce que c'est plus descendant des équipes et de la vision que vous donnez aux différentes fonctionnalités qui constituent votre roadmap, ou en termes de rituels, comment vous vous organisez pour travailler dessus aussi au sein de Conto? Je ne sais pas si c'est clair, parce que c'est une large question, mais je me posais un peu cette question-là. Alors, c'est une bonne question. On va être honnête, je pense que j'ai pas la science infuse dessus et je pense que malheureusement, personne l'a. Mais ce que je recommande, c'est, du coup, je reviens sur mon premier point, c'est avant de développer une fonctionnalité, lors de la discovery, analysez bien l'objectif de celle-ci et et si vous avez un objectif chiffré, etc., vous allez savoir si celui-ci est plus ou moins ambitieux. Et ça va vous permettre, du coup, de savoir si c'est une grosse ou une petite fonctionnalité. Et souvent, les grosses fonctionnalités répondent à un gros besoin utilisateur, donc répondre à un énorme pain. Une petite va répondre à un moins gros besoin. Et évidemment, c'est important et ce chiffre clé va impacter le plan go-to-market, mais pas que. Il y a d'autres facteurs, comme on avait dit, l'éducation du utilisateur, etc., qu'il faut prendre en compte. Ok, trop bien, merci. Et il y a une question de Cécilia aussi qui disait, est-ce qu'il y a une fréquence de votre product newsletter, ou est-ce que c'est à chaque nouvelle release aux clients? Non, du coup, pour s'assurer que c'est vraiment une product newsletter et pas un mail de release, parce qu'on peut avoir ça, et c'est deux, pour moi, choses qui sont différentes. Pour la product newsletter, nous, on l'a tous les mois chez Monto. C'est pas mal, moi, je trouve, comme fréquence. Ça dépend, en fait, à quel point vous sortez des fonctionnalités, à quelle fréquence. Mais même si il y a des mois où vous avez moins de fonctionnalités, c'est un peu le bon moment de revenir sur une ancienne fonctionnalité pour rebooster l'adoption. Et après, pour les grosses fonctionnalités, on peut avoir aussi des mails vraiment de lancement que spécifiques sur cette grosse fonctionnalité pour l'audience qui sera le plus intéressée. C'est pas pour autant qu'on ne pourra pas revenir dessus lors de la product newsletter, mais c'est bien aussi d'avoir pour certaines audiences un mail de lancement spécifique si le besoin s'en fait ressentir. Ok, trop bien. Et on a une question aussi de Mathilde qui dit, est-ce que vous changez le message ou les canaux utilisés en fonction des personas visés? On commence de plus en plus à le faire. C'est vrai que c'est plus de travail, mais ça permet vraiment de booster l'adoption. En fait, si on a un message plus aiguisé pour certaines audiences, on sait qu'on va mieux pousser la fonctionnalité, ça va plus leur parler et du coup, ils vont plus l'adopter.
Ok, trop bien. Bah, Ambre avait la même question, donc c'est bien d'avoir d'être revenu sur ce point. Peut-être, je me pose la question aussi, au-delà de Conto, est-ce que toi, tu as des exemples, parce que j'imagine que tu es souvent en veille aussi sur tout ce qui se fait en product marketing, de boîtes ou de cultures d'entreprise qui font très bien tout ce travail d'adoption des fonctionnalités et qui arrivent à bien communiquer dessus et à embarquer les utilisateurs sur leurs fonctionnalités? Oui, bah, bon, oui, j'essaye d'être en veille. Il y a une boîte que j'aime beaucoup, alors que bon, je viens plutôt du secteur du B2B, mais en B2C que je trouve très bonne en tant que PMM, c'est Airbnb. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais ils essayent de pousser de plus en plus les particuliers à mettre leur appartement pendant leurs vacances sur Airbnb, parce qu'aujourd'hui, en fait, il y a pas mal d'agences qui peuvent s'en occuper, et donc eux, ces agences peuvent prendre une part de leur business, donc ils essayent de pousser les personnes en faisant de façon autonome. Et du coup, ils ont créé toute une séquence de vidéos tutoriels qui, faite par le CEO qui explique comment mettre son appartement sur Airbnb. Alors, évidemment, le pain du persona, c'est plus qu'il a peur parce que les personnes vont venir, des étrangers vont venir chez eux, etc. Et du coup, il y a tout un storytelling autour de la peur, enfin de la réassurance surtout, et fait par le CEO. Et du coup, ça, en storytelling, c'est super bon parce que quand on regarde des vidéos, on est vraiment rassuré. Ok, trop bien. Bah, Elvis dit oui, leur Summer Edition de 50 nouvelles fonctionnalités, incroyable. Très bien. Et on a une autre question de Cécilia qui dit je m'éloigne un peu de la com, mais comment recrutez-vous des testeurs de la fonctionnalité, notamment de clients B2B, pour s'assurer que la fonctionnalité soit bien adoptée? Ouais, bah, ça, c'est pas toujours super facile. Le premier point, c'est toutes les personnes qui ont demandé la fonctionnalité auparavant. Donc, c'est hyper important de centraliser ça. Dès que vous avez une demande d'une fonctionnalité, centraliser toutes les demandes quelque part. Comme ça, quand vous la sortez, vous aurez une liste de bêta-testeurs déjà prédéfinie. Ça, c'est super. Et après, si ce n'est pas suffisant, ce que je vous recommande, c'est d'identifier vos power users. Ceux qui sont soit power users, ou ceux qui sont plus susceptibles d'adopter la fonctionnalité en premier. Donc, on revient un peu sur ce qu'on disait. Et par exemple, quand j'avais dit, vous pouvez faire des mails de lancement à des utilisateurs où vous êtes sûr que ce lancement va être très important pour eux. En fait, ce qui est pas mal dans la discovery, c'est de définir un peu ce type de personne, ce personnage type qui vous allez communiquer à fond sur la fonctionnalité parce que vous savez ils vont l'adopter. Et ben eux, avant de faire le lancement, vous pouvez déjà les pré-recruter en tant que bêta-testeur. Ok, trop bien. Merci beaucoup. Et moi, je me posais, enfin, n'hésitez pas, hein, surtout posez toutes vos questions dans le chat, et j'en profite aussi. Moi, je me posais la question, parce que là, on a beaucoup parlé de lancement de nouvelles fonctionnalités. Quand même, sur beaucoup de produits, il y a aussi des fonctionnalités qu'on va killer ou qu'on va modifier. Est-ce que le process, quel est le process? J'imagine qu'il est sensiblement différent. Est-ce que du coup, il y a autant de communication? Est-ce qu'on met un peu sur le tapis, on attend de voir que l'utilisateur se rende compte? Enfin, quelle est la bonne stratégie, tu penses, d'un point de vue en tant que product marketing manager, un peu quelle est la responsabilité quand on fait évoluer les fonctionnalités ou qu'on décide d'en killer certaines? Ouais. Alors, j'ai jamais travaillé sur une fonctionnalité qu'on a killée, pour être honnête. Donc, c'est une très bonne question. Ça dépend si les personnes là. Moi, ce que je conseillerais, c'est pour les adopteurs, en tout cas, les informer, parce que sinon, ça va être un peu problématique pour eux. Mais ça m'est déjà arrivé de travailler sur des fonctionnalités qu'on a bien changées. On considère qu'on les a fait évoluer, mais pour certaines personnes, ils vont considérer que on l'a killé parce qu'ils n'avaient pas un bon usage ou quelque chose comme ça. Et alors, ce qu'il faut faire, c'est communiquer bien dessus et être transparent auprès des adopteurs, pourquoi on le fait et quel sera le bénéfice pour eux. Ça, c'est le premier point. Et en fait, pour les améliorations produits, en règle générale, c'est toujours un peu compliqué parce qu'on ne peut pas trop communiquer dessus parce qu'à chaque fois qu'on fait une amélioration produit, ça va être compliqué. Donc, c'est là où la product newsletter peut avoir un rôle.
Et Ok. aussi, ce qu'on on en a un peu évoqué, mais la page que vous pouvez avoir au sein de votre produit qui, avec le feed des nouvelles fonctionnalités. Nous, on utilise Headway. Bon, je ne vais pas faire de la preuve. Voilà, mais c'est pas mal. Sinon, il y a d'autres outils qui existent et ça vous permet d'informer facilement l'utilisateur dessus. Mm. Et en termes de, je fais un peu un lien aussi, mais en termes d'organisation, du coup, vous de l'équipe, est-ce que quand par exemple il y a les différents contenus et qu'il y a une fonctionnalité et qu'on te dit, bah toi, Louis, tu vas être sur cette, enfin comment ça fonctionne? On te dit, et Louis, toi, tu vas être sur cette fonctionnalité-là, et du coup, tu t'occupes de l'intégralité des canaux, ou vous êtes plutôt répartis par canaux et en fonction de la fonctionnalité, vous avez un peu une squad ou une équipe. Enfin, comment vous répartissez cette charge de travail-là? Alors, juste Conto, on est une quinzaine de product marketers, donc Ok. c'est assez gros pour une équipe en Ouais. France et on est au sein de l'équipe produit. C'est assez Ok. important, même si on travaille sur avec plein d'autres équipes. Et pourquoi on est au sein de l'équipe produit? C'est parce que on est impliqué dès la phase de discovery jusqu'à le lancement et même après l'analyse post-lancement. Donc, on est vraiment on fait de A à Z la fonctionnalité. Donc, on est pour l'instant organisé par fonctionnalité, plutôt par type de persona, puis par fonctionnalité. Ok. Et du coup, voilà. Mais je sais qu'il y a d'autres entreprises qui préfèrent être par canaux. Moi, ça me va. J'aime bien l'idée de suivre de A à Z ma fonctionnalité. Comme ça, je comprends vraiment bien mon persona. Je comprends bien ses problèmes. Et du coup, je suis capable de faire de mieux la vendre. Ok. Trop bien. Bah, merci beaucoup. Est-ce que il y en a d'autres qui ont des questions avant qu'on se termine? On a encore quelques petites minutes, donc si vous voulez poser encore une ou deux questions, c'est le moment. Et moi, peut-être j'ai une dernière question qui est plus toi sur ton du coup ton quotidien un peu de PMM. Tu trouves que qu'est-ce qui est le plus compliqué, enfin qu'est-ce qui est le plus challengeant dans ton rôle de PMM et un peu dans les grands défis que tu rencontres? C'est une question très large, hein, mais là, peut-être dans la moment T, ton quotidien de maintenant, quel est un peu le sujet sur lequel tu t'arraches tes cheveux, si c'est pas trop sensible, évidemment. Oui, non, non, non. Bah, c'est une bonne question. Pour être honnête, je pense que ça dépend de la taille de l'entreprise, mais comme Conto commence à être, on est presque 1200, je crois. Enfin, c'est plutôt il y a beaucoup d'équipes et du coup, beaucoup de parties prenantes. Et donc, mon plus gros challenge, c'est de s'assurer voilà, d'avoir toutes les équipes et tous les parties prenantes on board sur mon projet. Donc ça, c'est l'alignement du stakeholder qui va être le plus gros challenge actuellement. Ouais. Et qui est pas des moindres. Voilà, Ouais, exactement. trop Mais bien. quand tout le monde est d'accord, tout va bien et tout se passe bien. Ouais. Ah, bah, on a une question de Mariana qui arrive aussi dans le chat qui dit et comment tu priorises les actions mentionnées quand on est solo PMM, quand on n'est pas 15, comment on fait? Bah, c'est sûr il faut prioriser. Je suis en train de regarder. Bah, honnêtement, moi, ce que je conseillerais, c'est de se concentrer seulement sur les plus grosses fonctionnalités et arrêter peut-être de communiquer sur les petites et même déléguer peut-être ou avoir un process très simple pour les petites fonctionnalités et déléguer au PM la communication dessus. Comme ça, vous pouvez faire, enfin, Mariana, tu peux faire vraiment suivre de A à Z les grosses fonctionnalités et avoir cette view 360 et pas seulement arriver pour le plan go-to-market. Et pour les actions à privilégier, je pense que c'est le lancement le jour J et qui reste toujours important, mais et aussi la troisième best practice que j'avais donnée, c'est communiquer au bon moment. Et ça, je pense que c'est quelque chose que malheureusement, quand on est solo PMM, on n'a pas toujours le temps de travailler dessus. Mais pour les grosses fonctionnalités, c'est super powerful. Enfin, ça va vous permettre de vraiment booster votre fonctionnalité.
Trop bien, merci beaucoup. Bah écoute, merci beaucoup, beaucoup Héloïse. C'était super riche, j'ai appris plein de trucs. J'espère que vous aussi. N'hésitez pas si vous avez un petit retour, un petit feedback ou une note de 1 à 5. 1 c'est j'ai rien appris, 5 c'est super. J'ai appris plein de choses sur le quotidien et les fonctionnalités pour être adoptées dans mon rôle de PMM. Ah bah, je vois plein de merci. Merci pour ce webinaire super pragmatique. Merci pour le sujet très intéressant. Il y aura un récapitulatif replay. Et oui, on a Léna dans le chat qui écoutait et qui prenait des petites notes et qui va vous faire un super récap et un très bel article. Donc, vous pourrez revoir toutes ces best practices aussi à l'écrit pour revenir dessus et l'utiliser dans votre quotidien. Et ben, merci beaucoup, beaucoup Héloïse. Et bah, je vous souhaite à tous une très belle pause déj et après-midi. À très vite. Merci beaucoup. Au revoir, Héloïse. Ciao. Merci pour l'invitation.